Avant que cet épisode ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin d'être mis au courant des prochaines sorties. Et merci à ceux qui aiment et partagent les vidéos, cela fait grandir la chaîne. Sur ce, nous pouvons commencer. Cela n'est un secret pour personne, l'humanité est capable du meilleur comme du pire. L'histoire est parsemée d'odieux événements et le XXe siècle a prouvé que les pires actes possibles pouvaient devenir une monstrueuse réalité. Comment une société civilisée, héritière des plus grandes philosophies, peut-elle se montrer capable d'accepter et d'appliquer des décisions qui nous paraissent tout naturellement et simplement inhumaines ? Pour traiter du sujet de cette vidéo, j'argumenterai sur une position politique proprement insoutenable. Insoutenable, oui, mais nécessaire à la compréhension de mon propos. Soyez avertis, vous ne sortirez pas indemne de cette leçon. Sans plus attendre, chers adeptes, je vous invite à rester concentrés et à bien suivre mes explications concernant la mise en pratique de la fenêtre d'Overton. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. Pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. C'est un nouveau coup dur pour les retraités qui a été annoncé. C'est un nouveau coup dur pour les retraités. Leurs pensions ne seront plus indexées sur le coût de la vie, sur l'augmentation des prix. Conséquence, la perte en pouvoir d'achat. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Cela paraît clair depuis plus de 20 ans. En France, dans un avenir proche, et peut-être même dès à présent, se pose le souci des départs en retraite et la possibilité du maintien de ce système à long terme qui divise autant les décideurs que les citoyens. Ce que la plupart considèrent légitimement comme un droit, et j'en fais partie, d'autres estiment qu'il s'agit d'un privilège, ni plus ni moins. Je n'irai pas par quatre chemins. S'il existe un problème, il existe une solution. Imaginons que je sois un jeune politicien inconnu du grand public. Lors d'une interview radio, on me pose une question sur la gestion des retraites. Et là, je pose cette phrase. La retraite à 60 ans, vous la prenez, puis à 80 ans, si vous êtes encore en vie, vous êtes remercié. 4 décennies pour cotiser, 2 pour en profiter, puis fin de l'acte. Merci pour votre participation et bon voyage. Êtes-vous choqué par ma proposition ? Je l'espère sincèrement, et c'est bien normal. Ma solution, entre guillemets, n'en est absolument pas une. Dans votre esprit, ma proposition ne peut être rien d'autre qu'une vision monstrueuse, une idée délirante et inacceptable, potentiellement condamnable, et avant tout, totalement impensable. Totalement impensable, oui, pour le moment. Après tout, ce qui peut paraître impensable à une période de l'histoire humaine peut finir par devenir acceptable, raisonnable, et pourquoi pas devenir même populairement admise au sein d'une société civilisée au fil du temps. Mais pour que cela arrive, il existe un cheminement de la pensée, une trame scénaristique à respecter. Cela peut s'écouler sur des années, voire même des décennies. Et si elle n'est pas vivement combattue, critiquée et rejetée, elle se fera accepter par la majorité. Cette trame scénaristique, capable de nous faire basculer et accepter le pire, c'est la fenêtre d'Overton. Né en 1960 et décédé en 2003, Joseph Overton était un lobbyiste américain au service de diverses industries chimiques. Sa carrière l'amena à devenir juriste, puis politologue. Joseph était titulaire d'un baccalauréat des sciences en génie électrique de la Michigan Technological University et d'un doctorat en droit de l'école Thomas M. Cooley du Michigan. C'est lui qui est à l'origine du concept qui porte son nom, avec sa fenêtre dont je vous expose ici le schéma. Overton explique qu'un point de vue considéré comme moralement inacceptable par la majorité d'une population peut devenir populairement et politiquement accepté en quelques années grâce à une série d'étapes prédéfinies. On peut résumer vulgairement son idée en détournant un célèbre dicton. Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
au creux de tous les esprits. Alors, comment fonctionne la fenêtre d'Overton? L'exemple le plus souvent cité est celui du cannibalisme, que je vous laisserai découvrir par vous-même grâce au lien disponible dans la description sous la vidéo. Pour ma démonstration, je garderai mon exemple sur la fin de vie obligatoire à 80 ans. Puis je vous passerai quelques extraits d'une polémique récente qui illustre également ce phénomène. Au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Pour le comprendre, on a besoin d'un concept qui est un concept crucial, qui est celui de fenêtre d'Overton. Étape 1, de l'impensable au radical. Nous sommes en France en 2020 et un homme politique illuminé choque en citant cette phrase. La retraite, à 60 ans vous la prenez, à 80 ans vous êtes remercié. Cette simple phrase, qui pourrait servir de slogan politique, est choquante en tout point. Elle est perturbante même, car en utilisant le verbe remercier, l'auteur cache une réalité bien plus morbide. En 2020, cette phrase est même moralement et éthiquement répréhensible, voire condamnable. Cependant, sortons de ces aspects civiques et intéressons-nous plutôt au côté mathématique et scientifique. Déjà, en créant la polémique et le scandale, cette idée de la fin de vie obligatoire à 80 ans fait sa première place dans l'esprit des gens. C'est vrai quoi, les retraites, ça coûte cher. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et puis, arrivé à un certain âge, les personnes concernées ne font plus rien de leur journée. Elles sont dépendantes, elles sont isolées. C'est une charge pour la société. Vous trouvez toujours cela choquant? Vous avez totalement raison. Néanmoins, les premiers argumentaires se construisent, et ainsi débutent les débats au sein de toutes les familles du pays. Les primo-défenseurs qui commencent à militer pour la fin de vie obligatoire à 80 ans sont considérés comme de dangereux radicaux et sont marginalisés. Étape 2, du radical à l'acceptable. Dans cette étape, c'est l'acceptation qui est recherchée. Grâce aux premières études scientifiques, appuyées par des études prospectives, quelques pseudo-experts commencent à en parler, en font la promotion et argumentent également sur les impacts économique de la fin de vie à 80 ans. Un vocabulaire pseudo-scientifique se met en place et on use fortement des éléments de langage. Ce n'est pas une mise à mort, c'est une libération clinique. Il faut laisser la place à la nouvelle génération. Arrivé à un certain âge, il n'est rien de pire que d'être seul et dépendant. La population est encore majoritairement réfractaire à l'idée, soutenue par les communautés religieuses. Malgré l'augmentation des critiques, elles se font de moins en moins virulentes. Les premières acceptations se forment, notamment chez les personnes les plus abîmées par la vie, et l'idée continue sa progression au sein des cerveaux. Étape 3, de l'acceptable au raisonnable. Nous sommes en France en 2030. Une décennie s'est écoulée et une nouvelle étape de la fenêtre d'Overton commence. L'objectif ici est de transformer le jugement de principe, c'est-à-dire qu'en partant d'une opinion en principe inacceptable, l'euthanasie obligatoire à 80 ans, on arrive à une pratique perçue comme étant raisonnable. La piqûre, entre guillemets, trouve une justification économique et nécessaire. Imaginons le cas de manquements massifs de ressources vitales telles que l'eau potable, des récoltes mondiales en chute, ou encore le manque d'accès à l'énergie. Toutes ces catastrophes impliqueraient des mesures politiques sans précédent. Au besoin, afin de faire comprendre la nécessité et l'urgence d'appliquer la fin de vie à 80 ans, la communauté scientifique, appuyée par les médias de masse, saura fournir tout un tas de preuves du fait que l'histoire est truffée d'exemples similaires et que les civilisations précédentes n'avaient pas de problèmes moraux à prendre de telles mesures. Je peux citer plusieurs exemples. Dans la Rome antique, les pères de famille, les patriarches, pouvaient se débarrasser d'un enfant s'il s'agissait d'une fille. L'esclavage et le droit de mort sur autrui étaient une pratique mondiale durant des millénaires. La politique de l'enfant unique en Chine, ou encore la surveillance de masse par vidéocaméra et la reconnaissance faciale en vigueur de nos jours. Êtes-vous capable d'imaginer que de telles lois puissent s'appliquer un jour en France? Je sais que vous avez déjà un début de réponse. Dans notre exemple sur la fin de vie à 80 ans, les protestations se font de plus en plus rares et les réfractaires sont de moins en moins nombreux. L'idée divise complètement la population, mais certains groupes importants commencent à se former en sa faveur. Étape 4, du raisonnable au populaire.
Afin que l'idée puisse continuer sa progression et son acceptation dans les esprits de la majorité, elle est diffusée plus ou moins consciemment à travers divers canaux. Il peut s'agir de débats entre personnalités publiques, d'émissions de télé et de radio. Puis elle est présentée au travers de documentaires, d'articles et d'études scientifiques régulières. Culturellement aussi, la mort obligatoire à 80 ans fait son chemin au travers de romans d'anticipation, de films avec des célébrités, des pièces de théâtre et même par la musique. Dans notre cas sur les retraites, on peut imaginer un film semblable à Soleil Vert de Richard Fleischer avec Charlton Heston ou similaire au roman Silo de Hugh Howey. En plus, des entrepreneurs imaginent que cette mesure, non seulement capable de faire des économies, permettrait d'accéder à de nouvelles ressources. Après tout, un corps humain est toujours utile. Pour paraphraser Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'ailleurs, des volontaires commencent à apparaître, des gens n'ayant plus de famille, en état de dépendance lourde, et qui acceptent les premières expérimentations afin de mettre fin à leur souffrance. Ils seront fortement médiatisés et montrés en exemple de bravoure et de sacrifice. Étape 5. Du populaire au politique. La dernière phase de la fenêtre d'Overton consiste, une fois que l'idée est majoritairement soutenue, en une représentation politique. Que cela soit le fait d'un parti, d'une coalition ou par un référendum. Dans une dictature, cela se passerait tout autrement. C'est ainsi, dans la France de l'année 2035, qu'à la suite des dernières élections présidentielles, se forme un gouvernement soutenu à la majorité des députés et des citoyens, déclare comme étant favorable à l'élaboration d'une loi indiquant la fin de vie obligatoire pour les personnes ayant atteint 80 années de vie, peu importe leur état de santé. Bien entendu, certaines clauses peuvent apparaître. La fortune, la fonction, l'apport au patrimoine de l'humanité permettent d'obtenir quelques délais supplémentaires. Mais d'autres clauses apparaissent également, car certains n'attendent même plus la limite et se portent volontaires pour qu'on mette cliniquement fin à leur jour, poussés par la solitude, la maladie, la précarité et le désespoir. Les contestations deviennent sporadiques, telles des zones à défendre du droit à la mort naturelle. Seulement, ils deviennent violents dans leurs actions, et l'opinion publique ne les soutient plus du tout. Ce sont maintenant eux, les derniers résistants contre une loi immorale et injuste, qui sont devenus les marginaux radicalisés. Nous sommes en France, en 2035. Il n'aura fallu que 15 ans pour que cela arrive. Les extraits qui vont suivre reviennent sur la polémique du discours de Julie Graziani et de l'analyse qu'en fait Clément Viktorovitch. Je te dis, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Ce qu'on voit là, c'est une idéologie claire, une idéologie radicalement libérale. On est face, selon moi, à une véritable stratégie. Et pour le comprendre, on a besoin d'un concept qui est un concept crucial, qui est celui de fenêtre d'Overton. Cette fenêtre, on peut l'élargir, on peut travailler à l'élargir progressivement. Et en élargissant la fenêtre d'Overton, une idée qui semblait auparavant radicale, extrémiste, excessive, elle peut soudain sembler parfaitement modérée au regard d'une autre idée nouvelle qui serait plus radicale encore. L'idée qu'il faut d'abord influencer l'opinion publique avant de pouvoir ensuite gagner des élections. Vous l'aurez compris, la fenêtre d'Overton est une stratégie insidieuse et de long terme. Mais elle n'est pas forcément mauvaise en soi, et elle peut même être appliquée pour de bonnes ambitions. En usant de la fenêtre d'Overton pour convaincre les générations actuelles et futures de la nécessité de moins consommer, de moins voyager, de moins se divertir, d'user de moins de technologies et de gadgets, cela peut faciliter la transition vers une nouvelle forme d'échange et d'économie basée sur la sobriété et la durabilité. Mais dans un monde globalisé, où les nations sont interdépendantes, et dans lequel les États, soumis aux lois implacables du marché, reculent de plus en plus, cela paraît insurmontable. Sans oublier des concepts idiots, tels que les Black Friday, la fast fashion, ou la géo-ingénierie, qui accélèrent la dépense des énergies fossiles, et, in fine, la fin du fonctionnement de nos civilisations. Qu'il s'agisse des décideurs politiques, ou des puissances industrielles, ni les uns ni les autres ne veulent de ce changement radical. Pas au prix de leur pouvoir, pas au prix de leurs intérêts. Toutefois, je crains que dans certaines parties du monde, si l'on offrait à une nation le choix entre perdre sa puissance économique ou bien la conserver en sacrifiant une partie de sa population,
la décision de cette nation pourrait devenir raisonnable. Chers adeptes, c'est ici que s'achève ma vidéo sur la fenêtre d'Overton. J'espère qu'elle vous aura fait prendre conscience des dangers, mais également des opportunités réelles que représente cette analyse politique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous êtes bien entendu libre de la partager sur vos réseaux, cela m'aide énormément. Si mon idée à propos des retraites vous a choqué, dites-le franchement dans les commentaires. Quelqu'un ayant du pouvoir et de l'influence pourrait un jour l'avoir également. Lorsque ce jour arrivera, je me lèverai pour le combattre, car c'est l'une des pires idées possibles, et le pire doit être combattu. Chers adeptes, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Éminence Grise.